cliniques universitaires Saint-Luc sont installées à Bruxelles, au cœur de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Saint-Luc est une ASBL, une institution privée. Des chiffres peuvent donner une idée de son activité. Chaque année, ce sont 1 million de contacts avec les patients, dont 450 000 consultations et 20 000 interventions chirurgicales. Des patients de plus de 100 nationalités différentes, mais aussi 370 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 000 factures envoyées aux patients chaque année et plus de 55 000 reçus des fournisseurs. Hôpital universitaire, Saint-Luc assume un enseignement dans les différents secteurs de la santé et mène de nombreuses recherches, notamment en participant au programme de la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain et des écoles situées sur le site de l'UCL à Bruxelles. Hôpital de proximité, Saint-Luc accueille les patients des communes avoisinantes. Hôpital de pointe, dans de nombreux domaines, il accueille aussi des patients venus de plus loin en Belgique ou de l'étranger. Les cliniques universitaires Saint-Luc ont été inaugurées en 1976. Au début des années 60, l'infrastructure hospitalière et médicale de Louvain était engorgée par un nombre croissant d'étudiants. Dès 1963, les autorités académiques décidèrent d'acquérir 53 hectares de terrain à Bruxelles afin d'y construire un hôpital complémentaire. En raison des événements politiques et linguistiques de 1968, c'est l'ensemble des facultés de l'UCL qui quitta le territoire flamand. La faculté de médecine fut transférée dans la périphérie de la capitale sur un site baptisé Louvain-en-Woluwe. Les cliniques universitaires Saint-Luc accueillirent leurs premiers patients le 23 août 1976. Tamara est née en septembre 2004. Tamara est ce qu'il convient d'appeler une enfant inespérée. Pour la première fois au monde, une jeune femme guérie d'un cancer est devenue maman grâce à une greffe du tissu ovarien qui lui avait été prélevée avant son traitement par chimiothérapie, puis conservée dans la banque d'ovaires de Saint-Luc qui comporte à ce jour un total de 146 échantillons. Cette grossesse couronne 10 ans de recherche. Ce programme a bénéficié du soutien du Fonds de la recherche scientifique et médicale et du Télévie. Véritable espoir pour les jeunes femmes atteintes d'un cancer, cette première a fait le tour du monde. En 2005, c'est une greffe partielle de visage, le menton, les lèvres et le nez, qui était pratiquée avec succès au CHU d'Amiens par une équipe chirurgicale franco-belge. L'intervention avait été minutieusement préparée au sein du laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine de l'UCL. Tous les temps opératoires y avaient été analysés en détail, répétés et minutés afin que le moment venu, tout se déroule sans imprévu. Ces 2 premières médicales s'inscrivent dans la longue tradition des cliniques universitaires. En voici quelques exemples. En décembre 2000, c'était la 3 000e greffe de rein réalisée à Saint-Luc. Parallèlement, des techniques innovantes ont été développées, telles le Novacor, un cœur artificiel qui remplit les fonctions cardiaques dans l'attente d'une greffe. Tel le foie réduit, c'est-à-dire l'implantation d'une partie de l'organe prélevé. Tel le foie partagé ou partiel, l'implantation de 2 parties de foie chez 2 patients différents. L'expérience acquise a permis, après une réflexion tant médicale qu'éthique, la mise en route en 1993 du programme de transplantation hépatique à partir d'un donneur vivant. Ce programme est aujourd'hui l'un des plus performants dans le monde. La greffe du foie est une intervention lourde, particulièrement chez l'enfant. C'est pourquoi le laboratoire d'hépatologie pédiatrique a exploré une autre solution, le remplacement des cellules déficientes par des cellules saines. Ces cellules, les hépatocytes, sont les principales composantes du foie. Elles sont disponibles et faciles à transplanter. Leur greffe permet de restaurer les fonctions du foie sans devoir le remplacer. Les greffes de pancréas vont se développer, principalement pour les malades présentant un diabète instable. Des années d'expérience ainsi que l'accueil de nombreuses équipes venues de l'étranger ont largement contribué à l'expansion mondiale de ces méthodes chirurgicales.
La greffe intestinale est encore rarement pratiquée. Cette intervention constitue un véritable défi immunologique. Une recherche de pointe est menée pour diminuer le nombre de rejets tout en réduisant les effets secondaires des médicaments. Toute personne de moins de 70 ans est un donneur potentiel. Le rein comme le foie peuvent être prélevés sur un donneur vivant. Le prélèvement, le transport et la greffe constituent une véritable course contre la montre. Le don d'organes est un geste de solidarité qui, chaque année, sauve la vie de milliers de gens. Pourtant, la limite des transplantations est liée au manque d'organes. Une recherche de pointe concernant l'utilisation d'organes provenant d'espèces animales est donc nécessaire. C'est ce que l'on nomme la xénotransplantation. Ainsi, des cellules hépatiques porcines ont été utilisées chez plusieurs patients. Les xénogreffes pourraient à terme pallier le manque de donneurs. La mission première d'un hôpital est de soigner les patients tout au long de leur vie. Le MIC, Maternal Intensive Care, prend en charge les grossesses à haut risque. Prodiguer des soins à un fœtus dans le ventre de sa mère ne relève plus de la science-fiction. L'équipe de médecine fœtale dépiste les anomalies et mène des recherches concernant les malformations cardiaques pendant la grossesse. La transfusion sanguine in utero permet de pallier le manque d'hémoglobine. Elle est aussi une solution à l'anémie. L'échographie du premier trimestre, l'échocardiographie et l'échographie en 3D constituent une activité phare du service d'obstétrique. Le service des soins intensifs néonatals accueille en permanence une vingtaine de nouveau-nés. La survie des tout-petits dépend en effet des soins reçus dans les toutes premières minutes de vie. Le département de pédiatrie prend en charge toutes les maladies de l'enfant grâce à ses différents services: pédiatrie générale, cardiologie, neurologie, hématologie et oncologie, néonatologie et endocrinologie. Le CAP est l'unité d'hospitalisation pédopsychiatrique. Il comprend d'un côté l'hôpital pédopsychiatrique jour et nuit qui peut accueillir 5 enfants pour de courts séjours et d'autre part l'hôpital pédopsychiatrique de jour qui peut accueillir 15 enfants. Une équipe multidisciplinaire prend en charge les enfants qui présentent des troubles importants. Un enfant hospitalisé peut poursuivre normalement sa scolarité. Les professeurs de l'école Escale proposent un encadrement pédagogique adapté et assurent une permanence complète les jours scolaires au niveau maternel, primaire et secondaire. L'enseignement y est bien entendu gratuit. Cheval qui apporte quoi? Des tomates. Au revoir. Le CTHA est le centre thérapeutique pour adolescents. Il s'agit d'un projet pilote constituant une alternative à l'hospitalisation psychiatrique classique. Les adolescents de 14 à 20 ans qui y sont admis présentent des difficultés psychologiques et relationnelles d'ordre névrotique ou psychotique qui justifient un éloignement de l'entourage familial ou scolaire. Les jeunes séjournent au centre durant la semaine sur le modèle d'un internat classique et rentrent les week-ends dans leur milieu de vie. L'unité de psychiatrie de liaison est composée de psychiatres et de psychologues qui émettent avis et propositions de traitement. L'équipe qui assure un suivi psychothérapique dans la continuité des soins hospitaliers ou ambulatoires est polyvalente. Certains membres sont plus particulièrement rattachés à des services spécifiques: troubles du comportement alimentaire, pathologies sexuelles masculines, sida, centres anticancéreux, soins intensifs, obésité notamment. Jeunes ou vieux, les patients sont accueillis dans des structures spécialisées adaptées à leurs besoins. 40% des journées d'hospitalisation à Saint-Luc concernent des malades de plus de 65 ans. Le service de gériatrie aiguë prend en charge les patients souffrant de pathologies aiguës et souvent chroniques.
Ces patients sont très fragiles et susceptibles de perdre leur autonomie. Le rôle de l'assistante sociale est bien évidemment primordial. Dès l'hospitalisation, la sortie est envisagée et préparée. Des rencontres avec la famille et le médecin de famille sont organisées. Les travailleurs sociaux de Saint-Luc et d'Infor Home collaborent étroitement depuis des années pour aider les patients âgés. Ils les guident depuis leur sortie de l'hôpital jusqu'à leur admission dans une nouvelle structure. Entrez. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Le service Oxad s'adresse à toute personne en perte d'autonomie qui rentre à son domicile dans la région de Bruxelles-Capitale. Travaillant de concert avec les infirmières de liaison, Oxad a pour ambition d'autoriser le retour à la maison dans les conditions optimales, de permettre à l'entourage de conserver une qualité de vie et d'éviter une réhospitalisation précoce. C'est très bien, hein? Ouais. La semaine prochaine, je vous retéléphone pour les consultations qu'on doit encore faire. L'équipe mobile de soins continus intervient pour offrir un soutien psychologique aux patients et à ses proches. En étroite collaboration avec le médecin de famille et les services de soins coordonnés à domicile, l'équipe Interface accompagne les malades en fin de vie qui désirent être soignés à domicile après une période d'hospitalisation. La vocation de l'hôpital est de dispenser des soins. On peut distinguer deux catégories, les soins planifiés et ceux qui ne le sont pas. Les soins planifiés concernent notamment toutes les interventions chirurgicales programmées. Muni d'une demande écrite d'hospitalisation et du badge de consultation, le patient se présente au service de planification. Les secrétaires proposent une date d'entrée qui tient compte des priorités médicales et des disponibilités. Le patient rencontre ensuite l'anesthésiste lors d'une visite à l'EPI pour une évaluation préopératoire. La tour d'hospitalisation de 9 étages repose sur une infrastructure de 4 niveaux. Chaque étage est divisé en 4 unités de soins. Les patients y sont admis en fonction de leur pathologie. Celle-ci détermine la durée d'hospitalisation. Le quartier opératoire se compose de 22 salles d'opération et de 2 salles de réveil. L'ensemble est en constante évolution. « 90 chirurgiens, 20 anesthésistes et leurs assistants respectifs, outre le personnel soignant, les aides-soignants et aides de salle, évoluent au quartier opératoire, une zone protégée, construite selon une architecture spécifique et régie par des procédures qui garantissent des conditions d'hygiène optimales. Le département de chirurgie regroupe les services suivants: la chirurgie plastique, la neurochirurgie qui traite les affections du cerveau, du rachis, de la moelle épinière et des nerfs périphériques, l'orthopédie qui concerne les affections traumatiques et non traumatiques de l'appareil locomoteur, l'urologie, la chirurgie et transplantation abdominale, l'obstétrique, la gynécologie et l'andrologie. La médecine intensive se préoccupe de la surveillance du diagnostic et de la thérapeutique des patients dont les fonctions vitales sont menacées. Le service comprend 50 lits et répartis sur 7 unités. Un vaste chantier d'extension et de modernisation est en cours. L'évolution de la médecine permet désormais de réaliser de nombreuses interventions en hospitalisation de jour. Les nouvelles techniques chirurgicales, couplées au progrès en matière d'anesthésie, sont à l'origine de ce changement qui est aussi plus économique et plus sûr en regard des risques inhérents à tout séjour hospitalier. Adjacent au bloc opératoire, l'Hospidé dispose de 14 lits d'hospitalisation et de 2 salles de séjour confortables. En principe, vous êtes avec nous jusqu'au plus ou moins à 4 heures. Donc essayez de venir avant. Une fois que vous l'avez vu, vous pouvez venir rentrer sans problème. Suis-je bien au centre de traitement ambulatoire? Le CTA, Centre de traitement ambulatoire, héberge pour sa part les patients dont le traitement à caractère hospitalier n'exige pas de nuit d'hospitalisation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas chirurgie. La chimiothérapie, le traitement de l'ostéoporose, les transfusions et les soins de rhumatologie sont pratiqués ici.
Un autre exemple d'hospitalisation de jour, plus ancien, est la dialyse réalisée au service de néphrologie. Mais l'activité d'un hôpital n'est pas fonction des seuls soins planifiés. 50 000 patients fréquentent chaque année le service des urgences. Situé au rez-de-chaussée, il dispose d'une entrée séparée. Le service comporte le secteur de réanimation, le secteur médico-chirurgical, celui de la pédiatrie, de l'hospitalisation provisoire, la radiologie, l'unité de crise et d'urgence psychiatrique, un secteur d'aide médicale urgente ainsi qu'un secteur traumatologie, puisqu'environ 30% des patients s'y présentent pour une entorse, une fracture, une plaie, une brûlure ou une commotion cérébrale. Le service des urgences participe également au dispositif de prévention et d'intervention en médecine de catastrophe. Depuis quelques années, un nouveau type d'organisation s'est développé, les filières de soins, qui ont pour objectif de regrouper les services autour du patient, d'une logique d'organes ou encore d'une pathologie. Conséquence, depuis 2004, le département cardiovasculaire regroupe la majorité des acteurs impliqués dans le diagnostic, le traitement et le suivi des pathologies cardiaques et vasculaires afin d'offrir les soins de la plus haute qualité. Cette nouvelle organisation est logique et rationnelle tant sur le plan professionnel et technique qu'économique. Selon le même raisonnement, le service d'anesthésiologie a quitté en 2005 le département de chirurgie pour rejoindre les urgences et les soins intensifs au sein d'un nouveau département de médecine aiguë. Le CDC, Centre du cancer, est organisé en 3 départements. La division traitement regroupe les unités de dépistage, de radiothérapie, de chimiothérapie et de soins palliatifs. Véritable colonne vertébrale du centre, la division orientation associe les spécialistes concernés par un type de cancer particulier. La division enseignement et recherche complète ces activités. Véritable enjeu de santé publique, la prise en charge du cancer du sein est du diagnostic au traitement par essence pluridisciplinaire. La filière de soins pour le cancer du sein a notamment pour ambition de réduire les délais de prise en charge radiologique et de mise en route du traitement. Plus que centenaire, l'Institut Albert Ier et Reine-Élisabeth est intégré aux cliniques universitaires Saint-Luc. Hôpital de moyen séjour, il accueille des patients de tous âges ayant subi un traitement aigu et nécessitant des soins hospitaliers avec réadaptation fonctionnelle. L'unité de gériatrie subaiguë de 28 lits se consacre à la revalidation de patients âgés sous l'égide d'un médecin interniste gériatre. L'unité SP locomoteur de 28 lits est un service de réadaptation neurolocomotrice sous la supervision d'un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. L'unité des soins continus dispose de 12 lits pour patients en fin de vie atteints de maladies incurables et évolutives. L'unité est supervisée par un médecin spécialiste en radiothérapie. L'équipe pluridisciplinaire considère chaque patient comme unique. Eh ben, vous faites appel et votre place est réservée. Ah, c'est gentil. Donc la porte n'est pas fermée. Hein. C'est gentil. La pharmacie, qui occupe une 50aine de personnes, fournit bien évidemment tous les médicaments nécessaires aux soins, mais aussi le matériel stérile à usage unique, les antiseptiques et les implants, du simple drain au cœur artificiel. Les médicaments sont prescrits informatiquement par le médecin et dispensés individuellement par patient, évitant ainsi la gestion de stock d'étage.
Depuis 1977, la pharmacie s'est attachée à l'amélioration de la qualité des préparations réalisées en atmosphère stérile. Le risque de toxicité pour le personnel est totalement contrôlé. En 2002, une nouvelle fonction est créée, le pharmacien clinicien. Il travaille dans certaines unités de soins afin d'optimiser le traitement médicamenteux des patients. Le service de pharmacie est également le lieu de formation à l'exercice pharmaceutique en milieu hospitalier. Un service clinique de qualité est une priorité essentielle. Le comité d'hygiène hospitalière lutte contre les infections nosocomiales. Son action concerne la surveillance des infections, le contrôle de l'environnement du patient et la formation des professionnels. Des mesures relevant de l'hygiène générale concernent patients et visiteurs. Saint-Luc participe au programme national de lutte contre les infections nosocomiales. La qualité du sang est assurée par un comité de transfusion. Il a en charge la formation du personnel et l'hémovigilance, autrement dit, la surveillance intégrale des produits sanguins au sein des cliniques, tant pour l'approvisionnement que la distribution. Promouvoir une politique de qualité et d'excellence et mettre en œuvre les objectifs stratégiques de l'institution, c'est la raison d'être du Conseil de la qualité, le COQ. Saint-Luc est un hôpital universitaire. Des stagiaires infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, mais aussi administratifs, ainsi que des médecins et futurs spécialistes se côtoient en permanence dans les services où ils effectuent leur stage. Les missions d'enseignement concernent aussi bien les cours théoriques que pratiques. Concrètement, la formation des futurs médecins et infirmières se fait donc au chevet du malade. Un important volet de l'enseignement concerne aussi la formation continue. La recherche clinique est une activité médicale de pointe qui associe les soins médicaux à la recherche de nouveaux traitements. Il s'agit d'une recherche effectuée chez l'être humain, dont le but est l'amélioration de la santé. La recherche clinique est la seule méthode grâce à laquelle on peut en savoir plus sur le traitement de la maladie. Les protocoles de recherche clinique permettent de déterminer si les nouveaux médicaments sont sûrs et efficaces. La participation à des protocoles assure aussi l'utilisation des nouveaux traitements dès leur disponibilité. Tous les essais cliniques font l'objet d'une approbation par le comité d'éthique. La recherche et l'enseignement font partie des missions fondamentales. En conséquence, les médecins de Saint-Luc publient un grand nombre d'articles, de l'ordre de 350 chaque année, dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales. Depuis plus de 20 ans, des interventions chirurgicales sont régulièrement diffusées en direct du quartier opératoire. Le CAV, Centre Audiovisuel, organise la retransmission en duplex pour des congrès médicaux et ce dans le monde entier. Son équipe utilise désormais le réseau informatique de l'hôpital pour diffuser ces images. La Fondation Saint-Luc permet à des médecins de compléter leur formation dans les meilleurs centres du monde. Grâce à elle, pendant quelques mois, ils mettent entre parenthèses leurs préoccupations journalières pour acquérir des connaissances plus approfondies dans leur spécialité. La Fondation Saint-Luc accorde aussi des bourses aux infirmières, aux kinésithérapeutes et aux autres professionnels de la santé. Elle octroie en plus des bourses visant à promouvoir la dimension humaine de l'hôpital et à améliorer l'encadrement des familles. Faire par ailleurs de Saint-Luc un centre de formation international répond à une mission de solidarité envers les pays moins favorisés. La tour Franklin dresse ses 7 étages à l'arrière du bâtiment d'hospitalisation.
Sont regroupés sur 12 000 m² tous les laboratoires cliniques de Saint-Luc, auparavant dispersés sur le site de l'UCL à Bruxelles. La Tour Franklin accueille en effet, en plus des laboratoires de biologie clinique, le centre de génétique médicale et l'anatomie pathologique. Cette logique de regroupement par technologie et non plus par discipline offre d'intéressantes possibilités de rationalisation des équipements et des compétences. Pas moins de 10 000 machines équipent les laboratoires, ce qui nécessite des dispositions peu communes comparables à celles des industries de haute technologie. On ne s'étonnera pas que les 350 personnes qui travaillent dans la tour doivent montrer patte blanche pour entrer. Tous les accès sont sécurisés par un système de caméras et de badges individuels équipés d'une puce électronique et d'un code à barres. La tour abrite également les banques d'os, de tissus et de sang de cordon. Remplacer une valve cardiaque déficiente, réaliser des greffes de peau chez de grands brûlés, reconstruire le tissu osseux d'un patient atteint d'un cancer, c'est possible grâce aux greffes de tissu et d'os. Une fois prélevé, le tissu bénéficie d'une décontamination par des traitements physiques et chimiques réalisés en salle blanche. Entièrement stérile, l'air y est renouvelé et filtré en permanence. L'échantillon est ensuite stérilisé pour être lyophilisé ou congelé et conservé pour une durée maximale de 5 ans. La banque de tissus de Saint-Luc fournit valves cardiaques, artères, veines, peau, cornée, tendons et os pour plusieurs hôpitaux en Belgique et à l'étranger. À ces fins, la banque a développé son propre système d'assurance qualité et a obtenu la certification ISO 9001-2000. Pour conserver ce label renouvelé tous les 3 ans, des audits de suivi sont organisés chaque année. Le département des ressources humaines et communication est un centre de compétences à la disposition de l'ensemble du personnel. Recrutement, gestion opérationnelle du personnel, redéploiement interne, gestion de contrats, formation, gestion des relations sociales et communication sont quelques-unes de ces activités. Plus de 5000 personnes travaillent à Saint-Luc. Plus de 60 nationalités sont représentées dans plus de 100 métiers différents. Faire fonctionner une institution comme Saint-Luc est le défi quotidien partagé par tous.
Début 2006, le registre du personnel comptait 278 médecins. S'y ajoutaient 255 médecins assistants, cliniciens, candidats spécialistes. Plus de 1800 personnes, représentant 1300 personnes équivalent temps plein, composent le corps infirmier et soignant. Il y a différents types d'infirmières et chacune exerce un métier particulier. Infirmière de salle d'opération, d'hospitalisation, de soins intensifs ou du domaine médico-technique. Les aides-soignantes assistent les infirmières à tout moment dans leurs tâches. Elles sont également proches des patients et ne posent pas de gestes de soins. Le service technique et le département information et systèmes ont pour mission de garantir en permanence aux cliniques et à leurs patients les conditions optimales de fonctionnement des infrastructures techniques et biomédicales. Le service technique a également dans ses attributions la gestion de chaque chantier. L'hôpital vit, il s'use. À côté des opérations de maintenance et de remise à neuf, un plan de rénovation en profondeur concernant à terme toutes les unités a démarré. Des locaux ont été nettoyés, améliorés, réadaptés ou agrandis afin de suivre un monde en perpétuelle évolution. Ainsi, une commande d'éclairage par infrarouge, sensible au mouvement, permet de réaliser des économies d'énergie. Les nouveaux lits électriques assurent un confort optimal aux patients comme au personnel soignant. Le télélift a été installé dès 1976. Ces 200 chariots sillonnent l'hôpital sur un réseau de rails de 3 km pour apporter le courrier, les échantillons, les prélèvements et les médicaments. Les services logistiques parcourent l'hôpital de jour en jour afin de livrer médicaments, matériel de soins ou articles d'économat. « 4000 repas sont servis jour après jour aux patients en chambre ainsi qu'aux membres du personnel qui fréquentent le restaurant Lucullus. Les équipes en cuisine préparent l'ensemble des plats qui sont distribués aux patients et au personnel selon des menus établis par les diététiciens. Dans le hall principal de l'hôpital, l'auberge est un self-service. En face, le Médoc, restaurant gastronomique, propose 2 services de repas, midi et soir, et salon de thé le reste de la journée. Le personnel d'entretien ménager est présent à tous les étages. Ces méthodes modernes assurent la propreté des lieux et jouent un rôle déterminant dans l'hygiène si importante à l'hôpital. Le cyclotron est un accélérateur de particules qui produit des radioisotopes. Ceux-ci sont incorporés dans des molécules organiques injectées aux patients atteints de cancer. Lors d'une séance de scanner, leur rayonnement permet aux médecins de visualiser certaines voies métaboliques dans un but diagnostique. Le iHeart est l'appareil révolutionnaire qui permet d'imager et de traiter les tumeurs cancéreuses en une fois. Un scanner traditionnel nécessite un temps de calcul du dosage des rayons parfois long. Le iHeart est capable à la fois de produire une image de la zone à traiter et d'irradier la tumeur. Le traitement peut ainsi être adapté à chaque étape en tenant compte de l'évolution de la tumeur. Cette technique innovante, appelée tomothérapie, est l'apanage de quelques hôpitaux seulement en Europe. Les neurochirurgiens disposent d'un appareil de résonance magnétique à très haut champ. Grâce à ce dispositif, le neurochirurgien peut visualiser l'impact de ses gestes en cours de chirurgie. La bonne vieille méthode des rayons X est désormais rangée au placard. Un capteur comparable à celui d'un appareil photo numérique
restitue instantanément l'image sur écran. Les doses d'irradiation sont de 80 à 90% moins élevées. L'analyse est immédiate et l'image plus précise. Elle peut en outre voyager par messagerie électronique sécurisée. Quand je le demande, il faut inspirer bien fort et garder l'air. Saint-Luc a adopté un outil d'archivage centralisé, le PAX, pour Picture Archiving and Communication System. Dès la fin de l'examen, les images numérisées sont envoyées vers le PAX qui les archive. Accessibles simultanément par plusieurs utilisateurs en différents endroits, ces images sont conservées en accès immédiat pendant 1 an. Passé ce délai, les clichés restent accessibles sur demande. Via le logiciel Medical Explorer, les dossiers médicaux sont accessibles sur écran. Regarde, il y a la cachée qui est là et qui s'est divisée en deux. La date d'un séminaire, le numéro de téléphone d'un médecin, un lieu de réunion, une commande au service des achats, le menu de la semaine au resto du personnel, tout sur les projets de Saint-Luc, grands ou petits, ou simplement la vie au jour le jour d'un simple clic, c'est le site intranet accessible via chaque ordinateur, mais aussi sur les bornes de consultation. Un lieu d'accueil, d'écoute et de partage, unique en Belgique, le Carrefour spirituel représente les 7 traditions reconnues par l'État. Une vingtaine d'accueillants bénévoles assurent plus de 50 heures de permanence par semaine. À l'Institut Albert Ier et Reine-Élisabeth, l'espace recueillement joue la carte de la sobriété en exprimant le désir commun à tous d'ouverture à l'autre. Au sein des cliniques, ce sont 370 volontaires qui assurent l'accueil et l'orientation des patients 7 jours sur 7, toute l'année. Leur mission ne s'arrête pas là. Ils les accompagnent vers la consultation ou l'examen, les écoutent, les réconfortent. Le Roseau est une maison d'accueil pour les familles qui ont un proche hospitalisé. L'accueil est le fait d'une équipe de 20 bénévoles qui assure une permanence 365 jours par an. Le Roseau compte 130 lits et accueille en moyenne 15 000 personnes chaque année. Chaleureuses, conviviales, doubles mais individuelles, telles sont les chambres de l'Institut Albert Ier Reine-Élisabeth. Traditionnellement côte à côte, les lits sont ici face à face, de biais. Cette disposition évite la vue directe sur son compagnon de chambre tout en permettant une discussion aisée avec lui. Un rideau permet de s'isoler lors des soins ou d'une visite. Avoir ses parents avec lui jour et nuit est le droit fondamental de l'enfant hospitalisé. Le concept des chambres parents-enfants offre ainsi l'intimité aux familles grâce notamment au lit d'Alexis, du prénom d'un enfant soigné en pédiatrie. À son décès, ses parents ont œuvré afin d'équiper de lits d'accompagnement le service d'oncologie pédiatrique. Fournir aux patients un service clinique de qualité est la priorité essentielle des cliniques universitaires Saint-Luc. Pour cela, l'ensemble du personnel entend poursuivre le développement d'une activité médicale d'excellence tout en fonctionnant comme un hôpital de proximité et ce en assurant ses autres missions que sont la recherche et l'enseignement. C'est le souci de chacun et le défi de chaque instant.